aujourd'hui, on va essayer une chose. Pourquoi ne pas se démarquer avec un dojo traditionnel? En fait, lorsqu'il y a plusieurs dojos dans une ville, il est important de se trouver une niche, un créneau pour nous. Évidemment, ça se peut. Bon, c'est très très possible que dans notre art martial, il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Ça va être pour le loisir, pour apprendre des choses. Ça va être récréatif. Il y a des adultes qui vont venir pour ce. On appelle ça du judo récréatif, encore une fois, mais moi je trouve ça réducteur. J'aime mieux dire judo de recherche ou aïkido de recherche ou karaté de recherche. Puis finalement, il y a très très peu de gens, quand on regarde ça, c'est très axé sur la compétition. Puis il y a très très peu de gens qui sont vraiment des compétiteurs dans l'âme, qui veulent être des champions et veulent être ceinture noire la plupart. En tout cas, chez les adultes. Il y a aussi une catégorie qui est sous-estimée, qui sont ce qu'on appelle en anglais les martial artists, les artistes martiaux. Ça se trouve beaucoup en aïkido, ça se trouve également en karaté, mais un petit peu moins en judo, je dirais. Pourtant, ils sont beaucoup plus qu'on pense. Mais avant de continuer plus loin, si vous aimez, n'oubliez pas de nous donner un pouce, activez les clochettes pour recevoir les notifications, soit on fait une vidéo par semaine à peu près. Partagez les vidéos avec vos amis, avec votre professeur, et surtout, surtout, abonnez-vous à Martialement Vôtre. Pour se démarquer, on va procéder en deux étapes. On va commencer par, comment je dirais ça, l'installation de l'environnement culturel. On va créer l'atmosphère budo. Tout d'abord, bien évidemment, il y a des choses qui se font déjà, comme par exemple la hiérarchie par ceinture. Ça, c'est avec les responsabilités qui surviennent avec ces ceintures-là. Mais on peut faire plus que ça. On peut faire beaucoup plus que ça. On peut, par exemple, instaurer la notion de senpai kohai. Qu'est-ce que c'est qu'un senpai? Qu'est-ce que c'est qu'un kohai? Un kohai, c'est quelqu'un qui commence. C'est un bleu, comme on dit dans l'armée. Et cette personne-là, il est seul. On pourrait lui donner un senpai, c'est-à-dire un parrain, quelqu'un qui va s'occuper de lui en particulier. Et un senpai, ça peut, par exemple, dans un dojo, ça peut être à partir de ceinture verte jusqu'à ceinture marron, c'est vous qui décidez. Mais cette personne-là, on va lui confier la responsabilité de s'occuper d'un kohai. C'est une espèce de parrainage. Fait que là, il commence déjà à avoir une espèce de complicité entre les gens. Il faut qu'il y ait évidemment des atomes crochus. Ensuite, il faut falloir qu'on s'identifie comme sensei, comme professeur, et non pas comme coach. Un coach, c'est un professeur, ça enseigne les principes, puis un coach, ça améliore les performances. C'est très différent. Donc, dans le dojo, il va y avoir les kohai, les senpai, il va y avoir le sensei, mais aussi, il va peut-être y avoir ce qu'on appelle le waka sensei. Lorsque le professeur vieillit, il est difficile pour lui de faire les techniques. Donc, il demande à quelqu'un d'autre de faire ces techniques-là, quelqu'un de plus performant. Lui, il explique les principes, mais il demande au Waka Sensei d'exécuter la technique selon ses directives à lui. Et les gens qui viennent qui sont attirés par le côté mystique vont apprécier le vocabulaire qu'on utilise. Pourquoi c'est important? Parce que ça dénote une certaine culture. Si vous allez voir un médecin puis il vous répond, il vous dit suite à votre question, ah là, c'est parce que ce que j'ai dénoté, mon cher ami, c'est vous avez craqué de la palette du genou. OK, vous avez craqué la palette du genou. En fait, j'ai dénoté la rotule qui était en fracture de stress. La deuxième image fait plus professionnelle. Quelqu'un qui vous dit, ben moi je fais du bicycle à pédale. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? On a dans la tête le gars qui se promène avec un vieux CCM au Québec, à une seule vitesse, puis il fait le tour du carré de maison. Mais si moi je fais du vélo de montagne, mais là, le vélo de montagne, ça inclut le cuisseur, les gants, le petit casque, les lunettes, ça dénote quelque chose de plus professionnel. Quelqu'un qui s'entraîne vraiment dur, qui se dépasse, on peut le nommer Shugyo-sha. Alors ça fait plaisir, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Ça veut dire la même chose que quelqu'un qui s'entraîne dur, mais cela a une autre connotation. Pensez-y deux petites secondes. Pensez-y 2 secondes. On va faire un petit combat. Ça a l'air amateur, mais si on va faire du Jurenshu, l'entraînement souple, c'est évidemment un petit combat, mais c'est Jurenshu. On complète le vocabulaire
avec les randori. Au lieu de dire on va faire des combats, c'est des randori. Des combats au sol, c'est randori newaza. Des uchikomi, au lieu de dire répétition. Des nagekomi, ce sont des projections sur place. Bref, utilisez le plus possible le vocabulaire qui est spécifique aux arts martiaux dans votre art martial. Là, je prends les termes de judo, mais vous pourriez prendre des termes de karaté ou d'aïkido selon votre l'art martial qui est pratiqué. Une autre chose qui est importante, évidemment, c'est les protocoles de début et de fin de cours. Il doit y avoir un minimum de salut. Dans certains dojos, il y a un seul salut. On salue le prof et c'est parti. Dans d'autres dojos, un peu plus traditionnels, il y a 3 saluts. Le salut au prof, en premier. Le salut au kamisa ou au joseki ou au shomen en avant. Salut maître Kano. Souvent, c'est la photo du maître Kano ou du maître Funakoshi. Ça dépend de quel art martial on pratique. Ensuite, le prof se tourne vers les élèves. À ce moment-là, c'est sensei ni. On salue le professeur. Et dans certains dojos, ça s'arrête là. Puis d'autres, ça va être otogaini. Ça veut dire saluons-nous ensemble. On doit faire la même chose, mais évidemment à l'inverse, lorsque le cours se termine. Ça, c'est important. Ça met de l'emphase. Ça nous rentre dans l'atmosphère d'un dojo et non pas dans une atmosphère de club sportif. Dans tous les clubs, il y a des événements récurrents. Il y en a des activités de financement, des galas de fin de session, etc. Mais pourquoi pas nommer ces événements-là avec des noms spécifiques. Un entraînement d'hiver, ben c'est beau, là, mais c'est un camp de geiko qui a été créé par Kano dès 1886 ou 87, je pense. L'entraînement d'été, le Shochu Geiko. Le Kangeko et le Shochu Geiko, c'est s'entraîner au Japon, c'est 30 jours. Les 30 jours les plus froids, le Kangeko, puis les 30 jours les plus chauds, Shochu Geiko. C'est bon, mais on n'est pas obligé de faire ça. On peut prendre le nom, Shochu Geiko ou Kangeko, puis raccourcir une journée ou 2 ou 3, comme vous le désirez. C'est vous qui décidez, vous êtes maître d'œuvre de ça. Aussi, il y a une cérémonie qui est très prisée au Japon, qu'on appelle le Kagami Beraki. C'est une tradition qui est vieille de plusieurs millénaires, où est-ce que les samouraïs cassaient un gâteau de riz, et puis c'était la cérémonie des vœux. Alors, c'est le premier entraînement de l'année. Normalement, c'est le premier entraînement de l'année. Les élèves arrivent en janvier et on se souhaite les vœux, non seulement les vœux de bonne année, mais aussi les vœux en ce qui nous concerne. Soit les grades, les championnats, ou ce dans quoi vous excellez, ou ce dans quoi le dojo est dirigé. Il faut aussi mettre de l'emphase sur les passages de grade. Il y a 2 types de passages de grade. Le professeur, c'est sûr que le professeur a le loisir et le pouvoir de décerner des grades quand il veut, lorsqu'il pense que lui, l'élève est prêt. Bon, l'élève est toujours content de recevoir un grade sans examen ou lorsque le professeur lui pense qu'il est prêt. Ça, c'est le même que moi, j'ai eu mes premiers grades, c'est-à-dire les grades de couleur. Le professeur nous donnait Ah, maintenant, tu es rendu ceinture verte ou maintenant, tu es rendu ceinture bleue. C'est des souvenirs qui nous restent, c'est marqué. Sauf que je me souviens de mon passage de ceinture noire, par exemple. Mais à ceinture jaune, il y avait eu une espèce de... mes parents avaient été invités, puis il y avait une espèce de petite cérémonie. Ça m'a beaucoup marqué. Aussi, j'étais un enfant. Mais mettre de l'emphase, c'est important. Faire une espèce de décorum pour souligner les efforts de l'élève. Ça va le marquer, ça va le motiver énormément. Il faut le faire. Vous pouvez procéder vous-même, c'est sûr, on peut procéder soi-même quand on est ceinture noire. On peut donner des ceintures de couleur jusqu'à marron. Mais ne trouvez-vous pas bizarre qu'une ceinture marron ne peut pas octroyer une ceinture jaune ou une ceinture orange et le lendemain, il passe chaud d'âme et le lendemain, il a le droit jusqu'à marron. C'est pour cette raison que quelquefois, c'est bon de créer une espèce de comité des grades qui va être formé, si vous avez le loisir d'avoir plusieurs ceintures noires dans votre dojo, de former un comité des grades. Et vous, comme sensei, être derrière le comité des grades, dans une table à côté comme un superviseur de la cérémonie. Ça ajoute du solennel à l'événement qui est déjà important pour l'élève.
Au Japon ancien, il y avait ce qu'on appelle les hatamoto. Les hatamoto, dans les clans samouraïs, c'était les porteurs de drapeaux. Ça, c'est physiquement les porteurs de drapeaux. On les reconnaissait grâce, il y avait les couleurs du clan euh, qui flottaient sur un drapeau. Mais les hatamoto, c'est aussi les conseillers du maître. Et ça, c'est une instance qui, chez nous, j'ai des hatamoto qui sont des pratiquants confirmés. La plupart sont ceinture marron ou noire. Et ce sont ni plus ni moins que les oreilles et les oreilles et les yeux du dojo. Entendre ce que les membres aiment, ce que les membres n'aiment pas, puis qui ne viendront pas nécessairement me dire à moi. Et aussi, ce sont des gens qui pratiquent et qui adhèrent aux couleurs du club, aux valeurs du dojo, et vont suggérer aux professeurs des activités ou des manières de faire. On a un devoir de faire du bon travail, sauf que des fois, les aménagements peuvent être suggérés par les hatamoto. Et à ce moment-là, ben, ce qui arrive, c'est que le sensei va à ce moment-là va voir le conseil d'administration, parce que le conseil d'administration puis les hatamoto, c'est deux choses différentes. Les hatamoto sont là sur le tapis, sur la technique. Ça s'occupe des projets techniques. Et le conseil d'administration est là pour réaliser les projets qui sont suggérés par le maître via les hatamoto. Les hatamoto vont voir le sensei va voir le CA. On aimerait ça faire ça, est-ce que c'est possible? Puis là, à ce moment-là, c'est au CA qui exécute ces choses-là. Et il faut noter qu'un membre du conseil d'administration, un membre d'un conseil d'administration n'est pas nécessairement un pratiquant. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui est intéressé ou qui a déjà pratiqué, mais ce n'est pas un pratiquant actif comme un hatamoto, par exemple. Aussi, au Québec, en tout cas, les sensei sont très encadrés par les programmes nationaux de certification des entraîneurs, les fameux PNCE. Alors, les PNCE, c'est très bien pensé, mais en fait, c'est de l'entraînement, c'est de l'éducation physique, c'est de la science de l'éducation physique qui est vulgarisée, si on veut. Mais tous les concepts inclus dans les PNCE, dans les certifications d'entraîneur, sont aussi présents dans la culture japonaise. Par exemple, en PNCE, on va dire, ben, il y a un code d'éthique. Chez nous, c'est le code moral. C'est pas tout à fait pareil. En sport, ça prend des attitudes. D'accord? Mais nous, on dit c'est Shin. Les attitudes, c'est le Shin de Shingitai. Ça prend de la technique. On travaille des concepts techniques. Mais ça, c'est Gi en Shingitai. Et finalement, ça prend des aptitudes physiques. Ça, c'est le Tai de Shingitai. Donc, on utilise ces mots-là au lieu des concepts d'éducation physique comme tel. Ça a sa couleur, sa saveur particulière. La pédagogie japonaise, je l'ai donné dans le récent vidéo Shuhari. Ben, le Shuhari, ben, il faut faire entrer les gens dans un moule. Ensuite, il faut que ces gens-là maîtrisent le moule. Et après ça, ben, ils vont devenir leur propre moule, ils vont casser le moule et faire leurs choses avec leur propre saveur. Ça, c'est Shuhari. Et tout ça dans en tout cas en judo, puis c'est la même chose dans tous les arts martiaux, c'est la meilleure utilisation de l'énergie. Que ce soit un coup de poing en karaté, que ce soit une projection d'aiki ou une projection de judo, c'est utiliser le minimum d'effort, maximum d'efficacité. C'est ça le principe. Et finalement, ben, tout ça, ça doit profiter à tout le monde du takiwai. Ça, c'est un principe universel qui n'est pas été exclusif au judo. Ça, c'était la première partie, c'est-à-dire la partie instaurer une atmosphère budo. La deuxième partie, ce sera évidemment le local du dojo. Si vous remarquez, dans les centres sportifs, c'est toujours clinquant. C'est des appareils de dernier cri. C'est chromé, c'est beau, c'est propre. Il y a des miroirs, il y a des télévisions avec le Wi-Fi et tout ça. C'est les derniers cris technologiques. Si on n'est pas nécessairement des champions, on aimerait retrouver dans le local où est-ce qu'on pratique notre art martial une atmosphère japonaise. C'est possible de faire les deux. C'est très, très possible de faire les deux. C'est-à-dire que d'avoir. Il ne faut pas que le dojo ressemble à un gymnase, puis il ne faut pas que ça ressemble non plus à un temple shinto. Il y a une différence à faire entre les deux. Sauf que on met des photos des fondateurs, il peut y avoir les photos des diplômes, surtout s'il y a des kanji, s'ils sont en kanji, si ça vient du Japon, ça ajoute une saveur supplémentaire. Avoir de grandes affiches avec le nom des techniques. Bref,
Quand on rentre dans un dojo, on se sent ailleurs que dans un gymnase. Et ça, c'est très, très important. Moi, je suis sûr que tous ces éléments-là vont faire la différence, font la différence. Moi, j'ai la chance d'avoir un dojo qui est justement qui est spécifique, dont on a trouvé notre créneau. Notre créneau au Fujiyama Dojo, c'est le judo traditionnel. On est un dojo de judo de recherche. L'objectif, c'est de former des ceintures noires et on doit dire qu'on réussit bien. J'ai quand même sur mon tapis, si je regarde par exemple hier, sur mon tapis, on était au-delà d'une vingtaine. Il y avait une douzaine de ceintures noires. J'avais des troisième dan sur le tapis. J'avais deux troisième dan sur le tapis, une dizaine de ceintures noires, 7 ou 8 ceintures marron, des débutants. Mais j'avais 20 adultes qui s'amusaient, puis qui sont dans une petite ville. Fait que c'est un franc succès. Essayez-le. Si vous cherchez une formule gagnante, si vous décidez de faire ce type de dojo-là, vous allez sûrement y gagner. Parce que même le sportif va s'habituer au dojo. Le sportif, il y a des gens qui veulent faire du sport, qui vont entrer dans un dojo traditionnel, qui vont y trouver leur compte. Peut-être pas l'inverse. C'est ce que j'avais à vous dire sur se démarquer avec un dojo traditionnel. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Je l'ai dit en début de cours. Ah. Je l'ai dit en début de vidéo. Donnez-nous un pouce en l'air. Faites attention à vous. Surtout, allez pratiquer 2-3 fois par semaine. C'est plus important que d'écouter des vidéos, même les miens. Et en attendant, et à la prochaine.